Bienvenue à ce rendez-vous numéro 5 de l'énéagramme Orenda. Alors, je suis en joie à chaque fois de vous retrouver parce que petit à petit, on va un peu plus loin dans la rencontre de soi-même. Et pourquoi? Pour mieux communiquer avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec nos émotions, avec nos systèmes de réaction. Et ça nous permet aussi d'observer nos croyances qui peuvent être limitantes et qui peuvent bloquer, voilà, le flux de tous les possibles et de toute notre vision de rêve. Donc voilà pourquoi j'adore aller un peu plus loin avec vous. Ce qui se passe aussi, évidemment, c'est qu'une fois qu'on est plus aligné avec soi-même, c'est-à-dire on n'est plus en attente de quelque chose, on n'est plus en réaction de quelque chose, ni euh, en demande spécifique. On est bien, on est aligné. Et une fois qu'on est dans cet espace de bien-être, on est dans une forme d'espace de confiance. Et on n'a rien à perdre, rien à gagner. Tout est là, maintenant. Et donc, tout devient un espace dans lequel on peut respirer, évoluer en paix. Et évidemment, quand je vous parle d'espace, c'est aussi prendre conscience, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait le chemin de la découverte de soi, de nos besoins essentiels, et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'autour, finalement, on va faire des choix, ça va bouger. Ce qui peut arriver aussi dans ce travail, évidemment, qu'il soit avec l'énéagramme Orenda ou qu'il soit avec d'autres accompagnements, eh bien, il y a des prises de conscience. Et dans ces prises de conscience, il y a peut-être, par exemple, quelqu'un qui va habiter en ville et qui va se dire, ah oui, mais en fait, moi, en vrai, mon besoin intérieur, bah, c'est pas de vivre en ville. Mon besoin intérieur, c'est de vivre à la campagne, etc., etc. Et donc, forcément, quand en tant qu'individu, on bouge, bah, ça fait bouger aussi les lignes à l'extérieur. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir bien communiquer avec soi pour trouver qu'est-ce qui nous met en paix, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, ici et maintenant, pour se sentir bien et évoluer et avancer vers notre vision de rêve, vers demain. Et puis ensuite, ben, comment, en étant une fois en compréhension de soi, comment je vais être en compréhension avec les autres et comment je vais pouvoir dialoguer et communiquer. D'où, voilà, cette forme symbolisée qui s'appelle donc l'étoile à 9 branches. Donc maintenant, vous connaissez, mais je vais rappeler et on va continuer la suite ensemble pour ce rendez-vous numéro 5. Donc voilà, le 1, le perfectionniste, le 2, l'altruiste, le 3, le battant, le 4, le romantique, le 5, l'observateur, le 6, le loyal, le 7, l'épicurien, le 8, le protecteur et le 9, le médiateur. Donc, dans cet accompagnement, hop, je vous propose aussi, alors on va y aller doucement parce que pardon, ah voilà, non, excusez-moi, avec, c'est pas mon ordinateur ce soir, voilà, bon, ah, je mets sur pause. Alors, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pardon, Florian, j'arrive. Alors, ça va être compliqué. Pénible. Ne pas passer la diapo. Incroyable. Bien. Alors, mon avis, c'est qu'il y a un décalage avec la temporalité. Donc, eh ben, écoute, on va essayer. Je vais essayer de maîtriser les émotions. Donc ici, vous pouvez retrouver les points donc des chakras, les points des énergies qui vont donc interagir avec la spécificité du masque et de la croyance que l'on a choisi d'incarner, choisi de porter en réaction dans les expériences de l'enfance
ou du fœtus. Et donc, voilà, chaque chakra, quand on s'y connaît un peu plus en termes de yoga ou en travail énergétique, eh bien, on peut justement aller venir travailler. Donc, pour ceux qui sont avec, par exemple, le perfectionniste et le protecteur, qui sont sur le même chakra racine, eh bien, vont pouvoir aller travailler à ces endroits-là, physiques et corporels, pour pouvoir trouver une forme d'ancrage pour éviter, par exemple, les perturbations qui peuvent être mentales dans ces archétypes-là. Et puis, on va retrouver aussi, ici, par exemple, je ne sais pas, chez l'épicurien, on a quelque chose qui se situe au milieu, dans la tête. Donc, voilà, chacun va pouvoir trouver son équilibre pour chaque chakra. On va le revoir à la suite, évidemment. Mais par exemple, chez l'épicurien, on va l'inviter à être en méditation. Et l'épicurien, par exemple, il aura tendance à avoir une personnalité à préférer la méditation en mouvement, ce qui n'est pas mauvais et qui est bon pour tout le monde. Par contre, pour la spécificité de l'épicurien, la méditation statique est plutôt préconisée que celle en mouvement. Donc ça, on va pouvoir le voir avec chaque énéagramme et chaque personnalité, et donc en rendez-vous individuel, évidemment, un peu plus adapté. Ici, voilà, pourquoi j'ai mis des petites illustrations. En fait, c'est pour vous présenter aussi qu'au-delà de la parole, il y a aussi le langage corporel. C'est-à-dire qu'on va reconnaître, on peut reconnaître les croyances de chaque archétype par la posture, par la façon de se tenir et même par sa façon de s'habiller. Donc, vous pouvez le voir, c'est des petits exemples comme ça, sur même les choix des couleurs des vêtements. Et donc, je vous laisse observer, mais on peut voir que voilà, le médiateur, souvenez-vous, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop le conflit, donc il va pas aller, voilà, il a un peu les mains dans les poches, il est un peu cool. Le perfectionniste, vous voyez, ça va être vraiment l'attaché-caisse, le tailleur, parfois bien serré, la cravate, s'il porte des cravates bien remontées jusqu'en haut, hop, impeccable, bien repassé. Je plaisante, mais voilà, l'archétype 1 va peut-être repasser ses vêtements alors que l'archétype 9, peut-être pas. Ce sera des choses beaucoup plus souples. L'altruiste, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à être gai, alors peut-être qu'il aura plutôt des couleurs. Le battant, vous vous souvenez, le battant, c'est celui qu'on voit, c'est celui qui monte sur le podium. Donc, c'est la star, on avait dit. Donc là, on le voit avec des lunettes de soleil, par exemple. Le romantique, vous vous souvenez, le romantique, on le voit aussi comme un artiste. Donc, c'est pareil, il va avoir des tendances physiques et posturales qu'on va pouvoir reconnaître. L'observateur, peut-être, sera un peu plus discret, alors là, je prends l'exemple de l'épicurien. Vous voyez vraiment la différence entre un épicurien et un observateur. Donc, on peut rencontrer les autres aussi et se voir soi-même dans le miroir et observer ça. Voilà. Donc, le loyal peut être un peu plus similaire peut-être au perfectionniste. Et on verra évidemment des jumeaux. On sait que l'archétype numéro 3 peut être confondu avec l'archétype numéro 7. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer aussi voilà, on va le revoir à la suite. Et donc, le protecteur également, là, il me fait penser à la structure de vigile. Vous voyez, c'est sérieux, quoi. Donc, voilà pour les postures et le langage corporel. Un petit rappel au sujet donc des familles, des royaumes. Donc, le chemin de la connaissance vers soi, c'est aussi se dire, OK, alors comment je fonctionne? Est-ce que je suis un individu pour qui le monde extérieur est plus important que le monde intérieur? Auquel cas, on va pouvoir reconnaître les archétypes 2, 5 et 8 que vous pouvez voir effectivement dans ce triangle, OK, équilatéral. Et dans chaque royaume, je vous le rappelle, on a le
1, le 9, le 8, qui fait partie donc du royaume de l'instinctif, le 2, le 3, le 4, du royaume de l'apparence, et le 5, le 6, le 7, le royaume du mental et des émotions. Hein. Je parlais des apparences, mais vous le voyez, de toute façon, tout est bien écrit sur la fiche. Et donc voilà, est-ce que vous êtes quelqu'un qui appartient à ce groupe dont le monde extérieur est plus important que l'intérieur? Ou est-ce que c'est la dimension intérieure qui est plus importante? Ou est-ce que vous vous sentez tiraillé constamment entre les deux? Et donc, ça veut dire aussi, vous ne savez pas où vous situer, ou alors vous pouvez passer d'une énergie à une autre. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va rencontrer les centres. Et donc, voilà, un petit clin d'œil à Alain Niala et à Monsieur Gourtchev, qui font partie des individus qui ont été reconnus pour avoir, en tout cas, écrit, mis en papier, mis en lettres, toute cette pratique et cette technique. Donc, c'est un petit hommage à leur travail, sachant qu'effectivement, n'oublions pas que tout ce travail a déjà été fait en amont, avant même que l'écriture ne soit mise en place. Et évidemment, voilà, il y a plein de choses qui existent. En tout cas, ici, donc merci à eux, et les trois centres. Donc, les trois centres, c'est reconnaître trois dimensions de l'être humain. Et dans ces trois dimensions de l'être humain, il existe un dénominateur commun aux traditions. Vous savez, dans la médecine Orenda, c'est important de revenir aux racines, aux traditions. Et que l'on aille rencontrer les médecines taoïstes, les médecines indo-européennes ou sémitiques, on va rencontrer quelque chose qui est intrinsèquement inhérent à tout type de fonctionnement. Parce que l'être humain est présenté comme manifestant ces trois aspects ou ces trois dimensions qui nous composent tous et qui sont interdépendantes, qui sont le corps, l'esprit et l'énergie. Et dans ces trois points, évidemment, on rencontre la trinité, la triunité. Et donc, voilà, tout ça, ça vient respirer et s'aligner constamment. Et donc, le terme énergie se dit prana en hindou, se dit le chi en chinois et dynamis en grec ancien. Ça, c'est pour la petite page culturelle. En tout cas, la notion d'énergie est au cœur de tous ces systèmes ou des pratiques médicales qui en sont issues. Et décrire l'être humain dans ces systèmes traditionnels implique toujours de le faire en conscience avec ces trois niveaux. Gurdjieff, qui a introduit le symbole de l'énéagramme en Occident au début du XXe siècle, préférait, lui, de parler des trois centres, intellectuel, émotionnel et moteur. Mais au fond, c'est les mêmes choses. Donc là, je voudrais rencontrer avec vous ces centres, parce qu'il considérait donc que l'être humain, il était comme tricérébré, donc littéralement ayant trois cerveaux. Okay, donc vous pouvez le constater et le voir sur l'image présentée. Donc, on reconnaît le cerveau reptilien, qui correspond au centre moteur ou instinctif, qui est orienté vers la survie. Le système limbique, qui a la fonction plutôt orientée vers l'émotionnel, que nous partageons avec tous les mammifères. Et puis, il y a le cortex cérébral, que l'on peut aussi appeler le centre intellectuel ou le centre mental, qui est celui du langage, des fonctions cognitives et rationnelles. Mais en réalité, pour bien appréhender ces trois centres, il suffit presque de les considérer comme des sphères. Okay? Et ces sphères, ça va être la sphère intellectuelle, émotionnelle et instinctive, qu'on appelle aussi motrice. Mais ce que vous pouvez reconnaître aussi, c'est les trois royaumes que l'on a vus ensemble depuis le début des ateliers. Alors, un petit passage sur le mouvement perpétuel. Peut-être vous connaissez les images qui sont présentées au-dessus.
Parce que l'énéagramme, c'est le mouvement perpétuel, parce que la vie, c'est le mouvement perpétuel. Et il est ce perpétuum mobile que les hommes ont cherché depuis la plus lointaine antiquité, toujours en vain, hein, vous savez bien. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas le trouver, parce qu'ils cherchaient toujours en dehors d'eux-mêmes. Pourquoi chercher tout le temps à l'extérieur, alors qu'en fait, on a tout déjà à l'intérieur? Et là, c'est la même chose par rapport à la communication. Venez rencontrer à l'intérieur comment vous pouvez trouver votre rythme, votre équilibre, votre danse pour rentrer en mouvement, en interaction avec le reste du monde et avec l'autre, tout simplement. Et ainsi, en rencontrant toutes ces danses, ces rythmes, eh bien, il se passe qu'en nous, il y a une confiance qui s'installe. Et qu'une fois que cette confiance est installée, cette sérénité est installée à l'intérieur de nous, eh bien, on peut aller sans crainte rencontrer l'autre dans sa propre expérience. Et donc, la compréhension de ce symbole et la capacité d'en faire usage donne à l'homme un très grand pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est la possibilité de se mouvoir, de ce je peux. Je peux fabriquer ce que je veux, même si j'ai la croyance que je ne sais pas tenir un marteau et un clou. Bien sûr que oui, fondamentalement, je peux. Et donc, l'expérience, j'essaye. Et je me tape peut-être les doigts au début. Ça fait partie de l'expérience. Je peux faire un gâteau. Oh, mince, je me suis trompée d'ingrédient. Ok, c'est pas grave. Peut-être que cet ingrédient va créer une nouvelle recette. Et là, vous allez venir déstructurer ces rigidités intérieures qui vont vous bloquer et juste apprendre à respirer et à être dans l'accueil de ce qui doit être tout simplement. Et donc, ça revient à cette énergie, ce mouvement perpétuel, qui est aussi ce qu'on appelle la pierre philosophale chez les alchimistes. Donc, l'énéagramme, pour être compris, doit être pensé comme étant en mouvement, comme la plupart des pratiques également, et comme quelque chose de mouvant, de respirant. Et donc, un énéagramme figé, comme toute autre chose, tout ce qui est figé est quelque chose de mort, ou quelque chose qui va amener à la mort. Et le symbole vivant est en mouvement. Okay. Donc, ça, c'est une phrase on dit souvent Lao Tse, on met souvent Lao Tse derrière beaucoup de phrases. En tout cas, c'est une pensée de philosophie taoïste qui dit « Ce qui ne bouge pas, c'est que tout bouge toujours, tout le temps. » Ça, on en est sûr. Donc voilà pour cette partie de perpétualité et en lien avec cette personnalité et cette culture, eh bien, on peut se rendre compte que il y a un grand labyrinthe, hein. Et donc, le psychanalyste Jung avait vu que les êtres humains situaient ce qu'ils appréhendaient comme leur moi dans différentes parties de leur corps, selon leur ethnie, selon leurs différences culturelles et selon ses observations. Par exemple, les Occidentaux localisaient leur sens du moi au point de vue qui loge dans leur tête. On peut le voir, hein, vraiment. On pense toujours, ah oui, alors attends, j'y réfléchis. Voilà, c'est très, très, très mental. Donc, c'est là où se situent les Occidentaux. Chez les Amérindiens, ils auraient plus tendance à désigner leur cœur comme étant le centre de leur être. Alors que certaines tribus africaines primitives penseraient que l'énergie est dans le ventre. Et à l'instar des Japonais et des Chinois qui attribuent leur force vitale au hara qui siège dans leur abdomen. Donc voilà, tout ça, c'est pour vraiment percevoir les différents points de vue de différentes ethnies et de différents modes de fonctionnement d'archétypes. La personnalité et la culture. Il y a donc 3 centres essentiels au fonctionnement harmonieux de l'être humain. Mais chaque individu aura tendance à préférer un centre ou un autre. Il s'y identifie spontanément. Vous vous rappelez, quand je vous évoquais,
quand on est petit, hop, on s'identifie et donc on trouve des moyens de communication pour aussi protéger ce que l'on croit devoir protéger. Et donc, c'est précisément qui nous fera dire qu'un tel est intellectuel ou qu'un tel est émotif ou qu'un autre est plutôt dans l'aspect physique. Encore une fois, un clin d'œil avec les 3 royaumes. Et donc, cette tendance à l'identification à un seul des centres aura plusieurs conséquences, certaines d'entre elles plutôt défavorables. Encore une fois, je vous rappelle, je sais pas, moi, je suis un sportif de haut niveau, donc plutôt dans le physique, et donc intellectuellement, c'est pas possible, puisque je suis un sportif. Et pourquoi ce serait pas possible? Tout comme quelqu'un qui va être plutôt dans l'intellectuel et qui va dire, ah non, mais moi, les travaux, les constructions, pas possible. Moi, je suis quelqu'un d'intellectuel. Et pourquoi on ne pourrait pas faire les deux? Et encore mieux, pourquoi on ne pourrait pas faire l'expérience des 3? Donc, c'est-à-dire le corps, le cœur et le mental. Donc, quelqu'un qui peut être dans le cœur, ah non, mais moi, je suis trop émotive, hein. C'est pas possible pour moi de travailler le mental. Et pourquoi? À mon sens, avec la médecine Orenda, c'est ce qu'on voit. Une fois qu'on aligne ces énergies dans les 3 domaines et les 3 royaumes de nos vies, eh bien, on va trouver des équilibres. Et une fois qu'on a trouvé ces points d'équilibre, cet ancrage est bien plus serein et permet bien plus d'expansion du soi. Donc, l'énéagramme se distribue comme 9 types de personnalités ou de personnages, ou comme on l'a vu, 9 stratégies d'adaptation à nos croyances. Donc, cela correspond aussi, on en a déjà parlé, aux 7 tons ou couleurs de l'octave, plus les 2 intervalles où leur développement se ralentit ou bifurque, c'est-à-dire les 2 écarts où il n'y a pas de demi-ton, ou encore de notes noires, ou sur un piano. OK? Donc voilà, les 7 tons, les 7 couleurs, on y reviendra, hein, mais le 7 est un chiffre très, très important dans la compréhension de la structure aussi du monde et de l'alchimie. Le fonctionnement de l'être humain résultera de l'interaction dynamique aussi des 9 personnalités stratégiques ou principes de conduite. Ça, on le verra lors du rendez-vous, le dernier rendez-vous, et vous comprendrez davantage ce que je veux dire par là. Mais rappelez-vous, je vous disais au début, on n'est pas qu'un numéro, on n'est pas qu'une étiquette. On est bien plus que cela. Et en fait, pourquoi on est des individus sociaux? Ben parce qu'en fait, grâce à nos interactions avec les autres archétypes, ça nous permet d'évoluer vers un chemin de lumière. Parce que c'est ce qui est présenté sur ce schéma. On vient rencontrer différentes couleurs, hein, différentes gammes, différents rythmes, différentes vies, pour pouvoir tous rencontrer la lumière. Et quelque part, c'est ce qu'on vient chercher. On a tous envie d'être bien, on a tous envie d'être heureux, d'être dans une forme d'épanouissement, de sérénité. Et en fait, tout ça, on va le retrouver, on va pouvoir le fusionner grâce à un élément qui est l'amour. Donc, trouver l'amour au cœur de soi pour pouvoir l'exprimer. Donc, les amortisseurs psychologiques. Donc, la principale difficulté que nous rencontrons lorsque nous cherchons à nous connaître ou à identifier notre type ou notre trait principal est l'existence de ce que Gurdjieff surnommait les tampons. Il pensait que nous dissimulions nos traits de caractère négatifs à l'aide d'un système alambiqué d'amortisseurs internes ou de mécanismes de défense. Donc, je reviens sur ce mécanisme de défense. C'est quoi le mécanisme de défense? C'est la réaction. C'est quand on vous dit quelque chose, ben vous le prenez pour vous et poum, réponse directe. Donc, réponse pour le 9, je ne veux pas de conflit. Pour le 1, je dois être parfait. Pour le 2, je dois concilier, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc, ça, c'est les modes de mécanisme de défense et donc réactionnels.
Donc aujourd'hui, grâce aux percées que nous devons à la psychanalyse, nous sommes un peu plus conscients de nos mécanismes de défense dans nos époques contemporaines, évidemment, parce que à l'origine de la vie, ils avaient déjà des structures sociales bien établies qui leur permettaient d'être déjà en conciliation. C'est juste que comme notre modèle social évolue, le système d'expérientiation et de communication évolue également. Donc ça, c'est important aussi, hein, parce que Gurdjieff, c'est déjà éloigné. Donc, nous sommes un peu plus conscients, voilà, de nos mécanismes de défense et on va pouvoir avancer. Donc, il n'en demeure pas moins que d'énormes résistances à nous voir tels que nous sommes subsistent en nous. Et ça, vous le savez pourquoi. Parce que si on reconnaît, si on observe notre ego, on sait bien fondamentalement que notre ego, il sert à nous aider à notre mode de survie, dans nos croyances, dans nos mécanismes de défense. Et à un moment donné, c'est juste important de regarder cet ego à l'intérieur de nous et de lui dire, OK, je te chasse pas parce que tu es là pour ma survie. Mais par contre, tu vas pas prendre toute la place. Tout comme le mental va pas prendre toute la place. Tout comme le cœur ne va pas prendre toute la place et tout comme le corps ne va pas prendre toute la place. C'est à chacun, voilà, en nous-mêmes, de trouver un équilibre, encore une fois, une danse, voilà, pour qu'à un moment donné, eh bien, hop, il y ait quelqu'un, donc peut-être l'ego qui vient nous dire, oh là, attention, et peut-être, d'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, le corps, si vous mettez votre main sur le feu, automatiquement, instinctivement, cerveau reptilien, on retire la main. Merci. Merci à cette partie en moi d'être consciente que ce feu est un danger. Donc l'idée ici, c'est pas de rejeter l'ego, c'est pas de rejeter le mécanisme de défense. C'est juste de l'observer, de l'accueillir et de lui donner sa place juste au sein de soi-même et au sein d'un groupe. Voilà. Et donc dans ces modes de mécanismes de défense, ici je vous ai fait une liste où vous pouvez, déjà vous pouvez le noter dans vos carnets, et vous pouvez noter comment ça fonctionne. Donc, chez les type 1, le mécanisme de défense, c'est la réaction. Quoi qu'il arrive, réaction. Et vous savez que l'archétype numéro 1, c'est quelqu'un qui réfrigère sa colère. Ça bouillonne, il n'est pas d'accord. Mais il réfrigère la colère parce que s'il exprime sa colère, il va se sentir coupable derrière. Mais il n'y peut rien. Vous vous souvenez de cette phrase? C'est plus fort que moi. Donc, c'est plus fort que lui. Il est obligé d'être en réaction. L'archétype numéro 2, c'est la répression. Le 3, l'identification. Le 4, l'introjection. Le 5, l'isolement. Le 6, la projection. Le 7, la rationalisation. Le 8, la négation. Et le 9, l'anesthésie. Donc ça, on va aussi pouvoir le voir en rendez-vous individuel pour pouvoir, qu'est-ce que ça fait chez vous quand vous voyez ces propositions. Et puis, voilà, on rencontre les centres refoulés ou inconscients. Donc, ressentant que nous devions renier certains aspects de notre être parce qu'ils dérangeaient ce dont nous dépendions au risque de masquer qui nous sommes vraiment. Ok? Donc, c'est là où on va enlever les masques, on va enlever les couches, on va enlever les adaptations et les adaptabilités qu'on a crues nécessaires pour pouvoir vraiment se rencontrer soi. Parce que, voilà, nous avons refoulé les caractéristiques jugées inadmissibles au point de ne plus sentir qu'elles font partie de nous, parfois. Mais cette manœuvre aura pour effet de morceler notre individualité en bloquant l'accès à au moins un de nos 3 centres. Rappelez-vous, le corps, le cœur, l'esprit. Donc, vous pouvez déjà aussi vous demander, tiens, chez moi, qu'est-ce que je réprime?
ou qu'est-ce qui prend trop de place. Ainsi, voilà, le centre censuré sera relégué dans l'inconscient, où il deviendra une force négative ou une résistance, qui donc sera incapable d'action, mais sera seulement vu en réaction secondaire. Et donc suscitera toutes nos pensées, ou émotions, ou sensations négatives. Parce qu'il va être là. Ouh, moi je suis là. N'oublie pas. Et ce qui est intéressant aussi avec ce travail de l'inconscient, donc ça on le voit aussi en médecine Orenda, hein, c'est les rêves. Donc je vous invite, si vous avez des rêves, je vous invite à les noter. Et si vous n'en avez pas, ben, je vous invite à œuvrer avant de dormir pour voilà, faire un appel et dire, OK, ben là, j'aimerais bien rêver et voir comment tout ça, ça vient s'articuler dans votre quotidien. Et évidemment, en rendez-vous individuel, on viendra rencontrer ce que vous avez expérimenté. Donc, centre préféré ou conscient, on continue. C'est aussi le centre assujetti. Donc, ainsi, après plusieurs tâtonnements, nous en sommes venus à élaborer une stratégie d'adaptation qui nous a semblé si efficace que nous l'avons privilégiée toute notre vie. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, quand on est enfant et qu'on jette le jouet, ah, je sais que un tel réagit comme ça, un autre réagit autrement, je sais qu'avec lui, ça va fonctionner comme ci, comme ça, alors je vais faire en sorte que. Donc, nous avons compensé aussi la perte provoquée par le refoulement d'un centre. Ainsi, en puisant l'énergie vitale dans un deuxième centre, celui qui engendre les aptitudes désirées, et celles-là même qui sont survalorisées par l'entourage. Parce que si ça fonctionne, eh bien, on continue, en fait. Et donc, le système va alimenter ce mode parce que on a trouvé ce mode d'adaptabilité pour survivre. Parce qu'on en revient toujours là, hein, la survie. Et donc, ce centre devient donc la base de notre sentiment d'identité, que l'on appelle notre ego ou notre moi conscient, et l'expression en nous de la force active, active réaction. Donc, ce n'est que dans ce centre préféré ou surinvesti que nous croyons être véritablement dans le contrôle, et dans le contrôle de nos vies, et dans le contrôle de tout. Donc là, vous avez aussi un listing avec les exemples pour chaque archétype. Par exemple, en toute occasion, le 1 voudra se montrer parfait parce que c'est sa façon de réagir. C'est sa façon de se dire, c'est comme ça que je vais être aimé. Rappelez-vous, je peux être aimé si, OK, je réagis comme ça ou comme ça. Donc le 1 voudra se montrer parfait. Le 2 voudra se montrer serviable. Le 3 voudra être capable. Le 4, original. Le 5, impartial. Le 6, loyal. Le 7 voudra se montrer optimiste. Le 8, puissant. Et le 9, paisible. OK? Donc, une fois aussi, voilà, vous pouvez observer, tiens, moi, où est-ce que je me situe? Et encore une fois, comme on l'a fait lors du premier exercice, si j'en ai plusieurs, parce que c'est possible, hein, d'observer qu'on a plusieurs modes de réaction, eh bien, parce que c'est plus fort que vous, eh bien, vous pouvez les lister dans un ordre. Tiens, bah alors moi, je pense qu'en premier, je vais être plutôt comme ça, et puis en deuxième, comme ça, mais c'est quand même celui-là que je mets plus en avant. Donc ça, vous allez pouvoir le faire aussi. Et évidemment, on en reparlera. Donc l'homme ordinaire est aveugle à la troisième force, ce qui le condamne à tout percevoir en couple d'opposés, vous savez, en dualité, comme le bien, le mal. C'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est noir. Sans jamais être capable de réconcilier les pulsions et les conflits qui l'animent et qui le tourmentent. Le paradoxe, c'est que cette troisième force détournée est asservie. Et celle-ci ne pourra pas agir selon sa vraie nature.
mais elle servira plutôt à nourrir le centre privilégié qui aura une tendance à la vampirisation. En conséquence, un centre donné aura souvent tendance à travailler avec l'énergie d'un autre, ce qui pourra occasionner toutes sortes de complications et de malaises à l'origine de nos différents symptômes. Ok? Ce qui arrive donc, c'est qu'un archétype, comme je vous l'ai déjà dit, peuvent se retrouver en couple avec un autre archétype et vont puiser aussi dans l'un, dans l'autre. Donc à nous de pouvoir, encore une fois, venir équilibrer tous ces points d'énergie, tous ces points dans chaque royaume. Et donc, ce qui est maintenant crucial, c'est de dépasser nos conditionnements et nos stratégies d'évitement qui nous ont coupés de notre nature profonde. Ainsi, ça pourra nous laisser la place à nos différents centres et travailler sur les différents pôles. Et c'est ainsi que chaque royaume pourra manifester la sagesse essentielle et accomplir en nous le travail alchimique pour lequel on a été créé. Transformer le plomb en or, passer de l'obscurité à la lumière, passer du conflit intérieur à l'apaisement. Et donc, lorsque nous observerons en nous des désordres et nous pourrons constater aussi les désordres chez les autres, mais aussi les désordres relationnels avec les autres. Et c'est avec compassion et patience qu'il nous faudra en prendre soin. Et je vous rappelle encore une des règles de l'archétype Ennéagramme Orenda. On ne dit pas à un autre individu, tu es tel ennéagramme ou tu es tel ennéagramme. Déjà, c'est hyper violent. C'est pas respectueux. Et en plus, qui sommes-nous pour pouvoir dire à l'autre, oui, tu es comme ci, tu es comme ça. Là, c'est entrer dans un jugement. Et le jugement, vous savez, le langage des oiseaux, le jugement est un menteur. Donc, regardons déjà à l'intérieur de nous-mêmes. C'est déjà un beau et joli travail. Et ensuite, il n'y a pas à imposer à l'autre d'être comme ci ou d'être comme ça. Je vous invite vraiment tous à vous aligner avec vous-même, à respirer pleinement qui vous avez à être. Et simplement en étant vous-même, vous verrez que les choses, en fait, se mettront en place. Donc, le mot-clé, c'est confiance et patience. Et puis accueillir les désordres chez l'autre parce que maintenant, vous êtes en connaissance de où ça vient, cette souffrance. Donc, plutôt que d'appuyer sur le bleu et de continuer à faire mal, je vous invite à accueillir, en fait, chez l'autre et se dire, ah, en soi, je comprends mieux pourquoi il agit comme ça. Parce que s'il a vécu ceci ou s'il a vécu cela, ok, je peux cheminer avec lui, presque. Ou pas, mais dans ces cas-là, laisser la part à chacun. Parce que chaque perturbation de l'équilibre est fragile dans nos corps. Et ça nous apparaîtra désormais comme un message de notre essence en constante transformation. Et j'irai plus loin aujourd'hui, plutôt qu'une transformation, j'évoquerai le mot transmutation. Parce que transformation, c'est on part de quelque chose de neuf et on fait autre chose de neuf. La transmutation, c'est on peut partir des déchets de quelque chose et créer du neuf. Donc la transmutation est à valoriser aujourd'hui dans notre nouveau monde. Donc en fait, nous pouvons voir l'énéagramme aussi se déployer en nous comme le symbole du mouvement donc perpétuel de cette métamorphose. Ok? Ainsi, chaque personnalité ou chaque type privilégie un centre, ça vous le savez, mais doit apprendre à se réconcilier avec les autres centres et avec les autres individus et à exprimer leurs fonctions supérieures pour être enfin complet et manifester son véritable potentiel. Et au-delà de ça, son amour et sa sérénité. Car il ne s'agit plus donc de 3 centres en fait, mais bien de 3 centres et de 9 types. Donc là, on fait un peu de mathématiques. Soit de 27 combinaisons réalisables et possibles, ou même de 9 types dans les 7 centres déployés, c'est-à-dire 63 manifestations possibles. Ça, c'est Alain Niala qui a fait tous ces calculs.
Et selon certains scientifiques qui sont encore allés plus loin, on peut reconnaître plus de 964 types. Donc voilà, c'est des calculs qui pour moi me semblent encore trop petits, hein, évidemment, parce qu'on ne peut pas quantifier la personnalité. Et tout ça, c'est pour dire quoi? Ben, c'est pour vous dire encore une fois qu'on n'est pas juste un numéro, on n'est pas juste un schéma, on est bien plus que ça. Et qu'en plus d'être bien plus que ça, on est très nombreux. Donc, on est beaucoup de facettes, parfois même d'une seule et même pièce que l'on nomme l'unité. En tout cas, voilà, accueillir soi, accueillir l'autre et accueillir la différence, accueillir les métissages et voilà, pouvoir faire mettre de la lumière sur toutes ces facettes. Donc, un petit temps ensemble encore pour voir les archétypes de personnalité par famille, vous savez, par royaume, pour aller encore un peu plus loin, répondre à des questions que vous pouvez vous poser et trouver encore un peu plus la précision. Donc, vous savez, encore une fois, hein, j'utilise les couleurs pour que ce soit plus simple. Donc, le 8, le 9, le 1 font partie du royaume instinctif. Et on l'a vu avec le système du cerveau. Et on le voit aussi sur le système physique, émotionnel et mental. Donc ici, chez le 8, le 9, le 1, on est sur les viscères. Donc c'est la référence avec les expériences aussi du passé. Des gens qui vont beaucoup se référer à leur passé. Donc comment j'y réponds dans le moment présent? Donc la comparaison du passé, la comparaison du présent. Et donc ça donne pas d'actualisation. C'est-à-dire que chez ces archétypes-là, ce qui a été fait il y a 10 ans, c'est comme si c'était ce qui avait été fait là, hier ou là, aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de réactualisation. Ils se souviennent aussi de tout. Rappelez-vous, le 9, hein, il dit rien, mais il note tout. Donc, si une formule marche, il faut le faire toujours. C'est comme ça qu'il fonctionne. Avec des nouvelles situations, ils peuvent créer du neuf, par contre. Donc, il faut vraiment les sortir de leur bulle. Et quand ils ont déjà vécu, eh bien, ils ont une tendance à se dire, tiens, ça marche, alors on resserre, on remet la même sauce, on remet toujours la même chose. Alors que le cadre, l'espace, les gens, chacun évolue. Donc, en fait, je vais prendre un exemple, un parent qui va agir d'une façon avec son enfant, ben, que l'enfant ait 5, 10, 15, 20, 50 ans, bah, voilà, il y a des différences. Mais bon, voilà, voilà, tant que ça marche, eh ben, on sert la même soupe et vous entendrez peut-être un repas de famille. Mais non, mais enfin, c'est bon, j'ai plus l'âge ou voilà. Donc, ça peut amener ce genre de comportement. Et donc, les instinctifs aiment le pouvoir. Ils sont très attirés par le pouvoir, le je peux, hein. Donc, le je fais. Donc, ces néatypes-là auront besoin d'être dans l'être aussi, hein. Je peux faire, mais aussi, voilà, je peux être. Donc, ça, c'est pour un peu tout le monde, retour à l'être. Ce sont des archétypes qui, c'est important pour eux d'avoir de l'autorité sur les autres et que leur présence impacte le monde de l'autre. Ça, c'est important. Et donc, ça peut être envahissant. OK? Donc, on verra qu'il y a des archétypes qui peuvent être envahissants et d'autres qui n'ont pas du tout envie d'être envahis. Donc voilà, ça va forcément venir faire des rencontres, ok, qui peuvent être conflictuelles ou, si chacun est bien positionné, créer quelque chose d'harmonieux et de limite, voilà, de cadre. Donc voilà, c'est important pour eux d'avoir un impact sur l'autre et le monde. Ils sont beaucoup liés au passé et ils ont une notion de catalogue d'expérience. Et leur question constante, ça, c'est important de le savoir, c'est comment faire, comment agir au mieux. C'est super important pour les instinctifs. Donc voilà pour ce royaume. Donc on retrouve maintenant un autre royaume, le royaume émotionnel. Donc le royaume émotionnel, c'est la personnalité qui est en lien avec le cœur. On y retrouve le 2,
le 3 et le 4. Donc, pour eux, vous le pensez, hein, enfin, c'est évident, c'est important de créer du lien avec le cœur. Vous pouvez le remarquer physiquement, je parlais de ça tout à l'heure, ils peuvent avoir les mains sur le cœur, par exemple, pour exprimer physiquement. Donc, la valeur du lien avec les autres est super importante. Parce que le lien, pour eux, rend vivant. Vous savez, il y en a un qui a besoin d'agir pour les autres, un qui a besoin d'être observé par les autres, etc. Et donc, ils ont une grande amplitude d'émotions. Rappelez-vous, le 4 s'identifie à ses émotions. Très, très fort. Le 3 aussi et le 2 aussi, hein, évidemment. L'émotion est liée au moment présent. Rappelez-vous, les instinctifs, c'est plus lié au passé. Pour les émotionnels, c'est beaucoup plus lié au présent. Donc, au lien relationnel. Et donc, peut susciter une certaine sensibilité. Et donc, ils ont une compréhension du cœur, une empathie et une bienveillance qui est très présente dans leur quotidien. Et le problème et le questionnement de ces archétypes va être, mais qui suis-je? Et surtout, qui suis-je ici et maintenant? Je sais qui j'ai été, je sais qui j'ai envie d'être, mais qui suis-je ici et maintenant? Et je vous rappelle que pour ces archétypes, il est bon de se relier à une forme de spiritualité qui va pouvoir leur amener une certaine sérénité et leur apporter une foi qui va leur apporter ce calme dans ce qui suit. Et donc, moins de bouleversements dans les émotions. Parce que voilà, je suis la relation que j'ai créée avec le monde. Voilà ce à quoi ils s'identifient. Qu'est-ce qui appartient au soi? Qu'est-ce qui appartient à moi? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Et donc, encore plus précisément, voilà, pour certains archétypes, vous l'aurez bien reconnu. Donc, l'émotion au présent aussi, ce qui est délicat, c'est qu'elle change à chaque instant. Et donc, je suis mon émotion qui change à chaque instant. OK. Voilà pour le royaume émotionnel. Le troisième, le dernier, le royaume du mental. Donc, le royaume du mental, c'est le cerveau. Donc, les archétypes 5, 6 et 7. Donc, il est vital pour les mentaux d'accumuler des savoirs et de structurer de l'information, de faire des plannings pour pouvoir rendre l'inconnu connu. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'être rassurés. Ils ont besoin d'être dans un sentiment de sécurité parce qu'ils se sentent dans un sentiment d'insécurité. Rappelez-vous, l'archétype numéro 6 est en capacité de faire des scénarios incroyables. Et donc, voilà, ces archétypes-là, qui sont donc mentales, ont une capacité d'analyse en profondeur et en finesse et une objectivité totale. Ils ont une forme de raison, de rationalité, de logique dans leur système de pensée. Donc ici, attention aux croyances. Parce que si les croyances viennent vraiment trop limiter, ça peut créer des rigidités. Vous voyez, quand je vous parlais du corps. Et donc voilà, le problème et le questionnement de ces archétypes, qui font partie du royaume mental, ça va être le pouvoir de la vie. C'est vaste. Le pourquoi des gens. Je ne comprends pas. Voilà ce que peut nous dire un archétype du royaume mental. Je ne comprends pas. Alors que l'archétype émotionnel peut dire je ne ressens pas ou je ne sais pas où me situer dans mes émotions. Je suis perdue dans mes émotions. Ou l'archétype instinctif qui lui est sur le physique, voilà, va être plutôt dans peut-être cet oubli de soi. Donc en tout cas ici, chez le royaume mental, le pouvoir de la vie, le pourquoi des gens, et la notion temporelle et la projection dans le futur. Le futur, tu vois, il est inconnu. Il peut être tout. Et donc, ces archétypes-là ont besoin de s'accrocher à quelque chose pour se dire, ah oui, non, ce sera ça.
ce sera ça où je remplis mon planning. Donc, un petit rappel, le royaume instinctif vont être reliés au passé, le royaume émotionnel relié au présent et le royaume du mental relié au futur. Donc là, vous pouvez déjà encore un peu plus découvrir quel est votre mode de fonctionnement. Est-ce que vous avez un planning rempli? Est-ce que vous êtes plutôt à accueillir l'instant présent? Ou est-ce que vous êtes plutôt à repenser, peut-être avoir une forme de nostalgie du passé? Tout ça, ça peut vous apporter des guidances pour vous retrouver, ou en tout cas reconnaître vos modes de fonctionnement. Et donc, le petit exercice que je vous propose, avec l'aide des premières fiches et des phrases types, c'est quand je suis fatiguée, qu'est-ce qui est le plus difficile? Ça, c'est bien, hein. C'est le meilleur moyen de pouvoir préciser les choses. Qu'est-ce que tu vas réprimer? Donc, le centre dominant. On a un centre ou un royaume dominant, vous l'avez compris. Un royaume que l'on va préférer, une réaction que l'on va utiliser souvent, parce qu'on sait qu'elle fonctionne bien. En tout cas, on la connaît bien. Et donc, celui qui apparaît le plus souvent ben, va être en lien à la personnalité, hein, parce que l'ego se sert de ce centre dominant. Vous l'avez bien compris. Et donc, un centre ou un royaume bien utilisé, c'est-à-dire un centre ou un royaume dont on a conscience, dont on connaît notre façon de réagir, ben on va pouvoir temporiser, trouver une forme de tempérance pour trouver une forme d'équilibre. Rappelez-vous, ni trop ni trop peu, la juste mesure, le yin et le yang, ainsi imbriqués. Et puis voilà, le centre ou le royaume utilise quand on a la grande forme, hein, ça c'est l'ego. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc ça, c'est réactionnel à fond. Et donc, je vous invite, voilà, là, il y a un petit exemple, à nommer. C'est-à-dire, en premier, ben, qu'est-ce qui réagit direct? Est-ce que c'est l'émotionnel, l'instinctif ou le mental? En deuxième et en troisième. Donc là, vous voyez l'exemple. On a quelqu'un, en premier, il va réagir sur l'émotionnel. Ensuite, il va introduire l'instinctif. Et en troisième, le mental. Mhm. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que parfois, on reste à l'émotionnel, évidemment, hein. En fait, chaque cas est très différent. Vous l'avez vu juste avant. On a tous des fonctions de réaction différentes. Et ça, encore une fois, en rendez-vous individuel, on pourra le rencontrer plus précisément. Et donc, voilà, celui qui est le moins teinté par l'ego, c'est celui que l'on ne sur- et sous-investit pas. Okay? On rechigne à l'utiliser, mais il contrôle pourtant toute notre nature qui est équilibrée. Celui qui résiste et dit, c'est plus fort que moi, et donc notre ego. Okay? Donc vous pouvez le voir, hein, c'est facile dans une journée, mais c'est plus fort que moi, j'ai besoin de réagir comme ça. Je vous invite à ces moments-là de le conscientiser. Et à force de le conscientiser, à un moment donné, vous allez vous arrêter avant de réagir. C'est-à-dire, vous allez sentir la montée, et là, vous allez dire, ah, j'en ai conscience maintenant, je peux plus faire semblant. Ah, et là, vous êtes là, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Donc, vous allez vous observer, je vous invite à accueillir, à respirer de ce qui se passe. Si c'est plus fort, eh ben, vous le laissez sortir, mais au moins, vous l'aurez vu sortir. Et à ce moment-là, ben, vous allez déclencher ce système d'observation de soi. Et au bout d'un moment, vous allez réussir à même à ce que ça ne sorte plus. Vous allez être là, eh ben non, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de respirer. C'est-à-dire, j'inspire et je relâche, j'expire et j'observe. Et en fait, je vous invite à faire cet exercice que j'ai beaucoup pratiqué par le passé et que j'adore repratiquer à l'occasion.
ne pas réagir, ne pas être en réaction. C'est-à-dire surtout, par exemple, avec vos proches. Alors, je vais dire les parents, par exemple, parce que ben, ils vous connaissent depuis toujours. Et donc, si vous décalez les lignes, si votre façon de fonctionner n'est plus la même maintenant, il y aura des choses qui vont changer. Par exemple, si vous avez l'habitude qu'à chaque fois que vous voyez une tante, elle vous crie dessus, observez comment ça se passe au niveau relationnel, et vous décalez les lignes maintenant que vous êtes en conscience. Elle va vous dire quelque chose qui vous touche tout le temps et qui vous met en réaction. Donc, ça peut être tout, hein. Vous savez, on est nombreux dans les néatypes, mais ça peut être la colère, ça peut être les pleurs, ça peut être la fuite, ça peut être l'attaque. Vous vous souvenez, lors du dernier rendez-vous, on en a parlé. Donc là, bah, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui se met en colère facilement, votre tante, elle le sait. Et en fait, rappelez-vous aussi la zone de confort. Elle peut être inconfortable, mais c'est une habitude, on connaît. Et donc, ça nous rassure. Donc, cette tante, elle sait que ça va vous mettre en colère, mais ça la rassure parce que c'est comme ça que vous avez l'habitude de fonctionner ensemble. Donc, cette tante, elle arrive, elle crie, et ça vous met en colère. Ce jour-là, choisissez de vous décaler, et vous vous mettez pas en colère. Qu'est-ce qui va se passer? La tante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, oh, mais il se met pas en colère. Elle va relancer quelque chose, peut-être, pour aller chercher cette colère. Et toujours, vous vous décalez, vous changez de ligne. Et ben, vous allez voir, il va se passer quelque chose. C'est pas le moment forcément de parler, c'est pas forcément le moment de mentaliser ou d'être dans chacun ses royaumes. Mais voilà, vous laissez couler, vous allez voir au fur et à mesure. La prochaine fois que vous reverrez cette tante, vous refaites la même chose. Peut-être pas dans la façon dont vous avez fait, parce que vous-même, vous allez apprendre un autre schéma de vision, par un pas en arrière, une observation. Ok. Et pour ceux, alors là, je pense aux archétypes numéro 5 qui sont déjà dans l'observation, et bien là, ça va être peut-être différent. Je vais vous inviter à être dans une action. Parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'un observateur entre en action ou en interaction. Et alors, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous entrez en interaction? Et vous allez voir que ça va changer les lignes aussi chez les autres. Voilà. Et encore une fois, tout ça, on peut aussi en parler en rendez-vous individuel, évidemment. Et donc, voilà. Ma question pour cet exercice, c'est celui qui, donc, où j'en étais dans l'exercice? Voilà, les énéatypes 3, 6, 9 peuvent réprimer les autres et leurs ailes. C'est plus fort que moi. Voilà. En tout cas, voilà, ma question, c'est qu'est-ce que vous allez réprimer quand vous êtes fatigué? Donc, quand vous êtes vraiment, vraiment fatigué, est-ce que vous êtes en capacité de faire la philosophie, voilà, d'être dans un travail mental? Est-ce que c'est facile pour vous quand vous êtes très, très fatigué? Ou est-ce que c'est facile pour vous d'être dans l'amour, par exemple, ben, voilà, de donner la priorité, je sais pas, aux enfants, qu'il faut aller faire dodo, etc. Hein? Vous êtes dans l'amour. Est-ce que c'est plus facile pour vous? Ou est-ce que c'est plus facile d'être dans le corps? Voilà, je suis fatiguée, mais je peux continuer à courir, je peux continuer à déménager les affaires dans la maison. Parce que, alors voilà, on va prendre un exemple que je pense tout le monde a vécu. Vous faites de la route, vous faites beaucoup de route, je sais pas, 10 heures de route. Alors, quand vous arrivez, vous êtes fatigué. C'est quoi le plus facile et c'est quoi le plus dur à faire? OK? Donc, vous listez ça, premier, deuxième, troisième. Donc, l'ordre, c'est qu'est-ce que je réprime le plus. Donc, ça veut dire qu'est-ce que je suis en incapacité de faire. Est-ce que quand vous rentrez de 10 heures de course, vous pouvez débarrasser tous les sacs et ranger tout dans la maison? Là, on va rentrer dans le corps. Est-ce que vous êtes en capacité d'appeler la famille ou d'appeler les amis ou d'appeler quelqu'un ou d'appeler voilà votre entreprise parce que voilà vous avez une entreprise qui est délocalisée et donc au niveau des heures c'est bon vous pouvez gérer à distance. Ouais, alors c'est bon, tu m'envoies autant de nanana, nanana, nanana. Est-ce que vous pouvez faire ça?
Là, on est sur le mental. Voilà. Ou alors, est-ce que les stacks, ça attendra demain. Les rendez-vous professionnels, ça attendra demain. Et ma priorité, c'est le cœur et c'est la famille. Et, voilà. OK? Ou c'est moi, hein, ça peut être moi le cœur aussi, mais qu'est-ce qui est la priorité? Voilà pour cet exercice hein, qui va vraiment vous guider vers la compréhension de qu'est-ce que je mets en avant, qu'est-ce que je réprime. Donc, la suite de l'exercice. Donc, quand je suis fatiguée, qu'est-ce qui est de plus difficile? Mhm. Donc, vous pouvez regarder aussi ces phrases que vous avez déjà vues. Donc, je vais les lire avec vous. Si je vous laisserai le temps, évidemment, d'étudier. Donc, quand je suis fatiguée, c'est difficile d'être soi-même, d'être en joie, se protéger soi-même, être en sécurité, le sens du beau, la loyauté, la rigueur personnelle, l'amour, la connaissance, être aimable. Est-ce que quand vous êtes fatigué, c'est difficile d'être aimable? Avoir les ressources nécessaires, être intègre, être en soutien pour la famille, par exemple. Avoir la paix, avoir la force, être en capacité de réaliser, être optimiste, avoir de la valeur, être heureux, être soutenu et accepté. Alors, il se peut qu'il y ait des choses qui vous parlent absolument pas. Et c'est le but, hein, c'est vraiment pouvoir piocher un mot ou deux qui vous amène à penser à quelque chose, à un souvenir, pour vous dire, ah oui, je me souviens à ce moment-là, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a été difficile, ouais, quand j'étais fatiguée. Voilà pour cet exercice. Et pour aller plus loin, effectivement, avec l'aide des premières phrases, vous vous souvenez, les phrases types, vous allez pouvoir l'écrire plus précisément. Donc, par exemple, quand je suis fatiguée, le 7, c'est le plus difficile de réfléchir, par exemple. Le 1, j'ai besoin de recul et j'ai besoin de calme. Et le 5, je peux être émotive et je peux pleurer. Et le 4, je peux choisir la position de nos réactions. Mhm. Voilà, donc ça c'est un exemple, hein, c'est peut-être pas du tout le vôtre, mais en fait ça va nous amener à la séance prochaine où on va aller encore un peu plus loin évidemment pour pouvoir rencontrer euh, différents espaces dans lesquels on se situe dans cette étoile à 9 branches. Donc, par exemple, là ici, ce qui est noté pour l'exemple qui a été offert et donné, c'est que par exemple, voilà, quand je suis fatiguée, je suis lente. Je n'en ferai jamais assez pour mériter le plus. Donc la solitude va m'apaiser, me ressourcer. Donc le désir profond, c'est d'être moi-même. Et donc pour moi, mon centre préféré, c'est l'énéatype 7. Parce que ma réaction, euh, c'est ma réaction première. OK? Et donc la réaction première, ça va être le mental. Et puis ensuite, on le voit ici au-dessus, hein, l'instinctif. Donc mental, instinctif et après émotionnel. Et donc, qu'est-ce qui est surinvesti? C'est le centre d'équilibre ressources pour m'équilibrer. Donc, qu'est-ce qui est sous-investi? C'est mon moi émotionnel. Et donc, qu'est-ce que je veux vraiment de moi à moi avec mon cœur? J'espère que vous voyez bien ce que ça signifie. En tout cas, encore une fois, on le reverra en rendez-vous individuel parce que ça vous permet de situer, voilà,
Je réagis en mental, ensuite en instinctif, ensuite en émotionnel quand je suis fatiguée. Et le fait d'utiliser cet outil quand je suis fatiguée, comment je réagis, ben, ça vous permet de en fait réellement voir où est-ce que c'est fragile dans ces schémas. Voilà pour ça. Et donc, réprimer l'instinctif, donc vous savez, hein, encore une fois, il y a le code des couleurs. Donc, réprimer l'instinctif, intuition, avoir du mal à terminer les choses engagées, là, du mal à y aller, pas trop persévérant. Du coup, on a l'impression que les autres brassent du vent. Et du coup, c'est une bonne raison pour se mettre en mouvement, en faire pour en faire le moins. Et donc, n'aime pas l'effort à faire. Et ça, c'est pour les archétypes instinctifs. Ceux qui vont réprimer le mental. Donc, voilà, le dialogue philosophique à 23 heures. Se mettre à réfléchir hors du travail. La masturbation intellectuelle pour le blabla. Le blabla pour ne pas grand-chose. Pas enthousiaste à parler, juste quand c'est nécessaire, pour une économie de la réflexion. Parce que, ben voilà, c'est fatigant de réfléchir. Donc, pas parler pour ne rien dire. Ce que réprime donc l'émotionnel, le lien affectif avec l'autre, indépendant dans son affection. Je ne sais pas gérer les sentiments des autres, ne savent pas accueillir les je t'aime. Elle ne sait pas exprimer ses sentiments, elle le fait indirectement par les cadeaux. Non, pardon, le fait indirectement et par les cadeaux, c'est aussi très compliqué parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour être juste. Et donc, n'aiment pas les sentiments de dépendance, peur de la dépendance affective, donc une tendance à mettre les gens à distance et donc des barrières avec les câlins. Et donc, souvent, on retrouvera chez nos plus proches, compagnons, amoureux, amis, les néatypes qui sait nous équilibrer. Soit ça vient nous faire travailler encore notre vérité d'âme qui demande que ça, qui demande à éclore. Donc, c'est aussi ce pourquoi voilà, l'autre est parfois confrontant parce qu'il vient nous toucher au cœur de notre humanité, de notre vérité. Et après, une fois qu'on est bien dans cette incarnation, dans cet équilibre, ben, voilà, l'équilibre se fait, tout simplement. Et on aura tendance, inconsciemment, à aller rencontrer des amis, des compagnons qui vont venir nous faire travailler, encore une fois, parce que on est à la recherche de cette lumière, hein, de cette joie, de ce bonheur, de cette paix. Donc, ce qui m'amène à vous parler plus globalement, et parce que vous en avez besoin, de l'évitement et de la compulsion. Donc, on a, on va dire, 5 étapes de mode de compulsion. Donc, le mode 1, c'est le psychotique. Okay. Le 2, c'est le dysfonctionnel. Donc, la plupart des gens sont dans le dysfonctionnel, par exemple. Le niveau moyen, un peu de maîtrise, mais ne sait pas comment faire. Donc, voilà, je dirais que les gens sont dans le 2-3. Un psychotique, c'est encore quelque chose de particulier. Donc, le 3, niveau moyen, un peu de maîtrise. Le 4, c'est quelqu'un qui est sain. Voilà, quelqu'un qui arrive à gérer les compulsions et qui arrive à être plus que normal et qui traverse les états, qui rencontre, qui comprend et qui développe un système pour arriver à quelque chose de sain. Et une fois que justement cette sérénité et ce calme et cet amour de soi est bien posé, en fait, ça amène à l'individu cet espace de liberté. Et donc de ne pas dépendre de l'autre pour nourrir le monstre, comme je l'appelle.
Nourrir son monstre intérieur. Et donc, pour libérer son énéatype, eh bien, il est sous-jacent important d'accueillir et de laisser partir. Vous savez, l'inspire, j'accueille, l'expire, je laisse partir. Donc, accueillir et laisser partir sans s'identifier à. Donc, chez l'archétype 1, la colère. Chez le 2, reconnaître ses besoins personnels. Le 3, l'échec. Accueillir l'échec. Oui, c'est possible. Le 4, la banalité. Le 5, accueillir le vide intérieur. Le 6, la déviance. Le 7, accueillir la souffrance. Le 8, la faiblesse. Et le 9, le conflit. Une fois que chaque archétype pourra accueillir ce qui pour lui est impossible, il va pouvoir se libérer. Donc pour chacun, aller au cœur. Alors là, par exemple, j'ai le 7. Aller au cœur de la souffrance pour se libérer de celle-ci. Aller au cœur du vide intérieur pour le 5. Aller au cœur de la banalité. Aller rencontrer cette part d'ombre. Il y a un film qui me revient souvent qui s'appelle Vice Versa. C'est un film d'animation. Et dans ce film d'animation, voilà, il y a différents sentiments. Alors, ça parle des sentiments. Mais il est très intéressant dans le sens où accueillir ce qui se passe pour nous. Ne rien rejeter, ne pas être dans la fuite. Ok. Et donc, voilà, le niveau d'intégration et de désintégration par les niveaux de conscience. Donc ça, on va le voir, évidemment, par la suite. Pas cette séance, mais par la suite. Ce qui va nous amener, voilà, grâce à ces niveaux de compréhension, à un détachement, à une libération et donc à un mouvement. Donc voilà, je vous propose aussi de retrouver sur les réseaux de YouTube, en fait, il y a une vidéo qui s'appelle Sortir de sa zone de confort. Je vais vous la partager et sinon vous la retrouverez très très facilement. Et c'est vraiment une vidéo qui est chouette et qui vous invite ouais, à sortir de cette zone dans laquelle parfois on s'est enfermé. Et cette zone, eh bien, comme je vous le disais, elle peut être inconfortable, mais on la connaît, donc elle nous rassure et donc on continue de le faire. On prend un exemple, par exemple, les bouchons. On sait qu'on va tomber dans les bouchons à telle heure, mais pourtant on continue de râler tous les jours et on le sait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour, euh, pour, euh, pour améliorer cela? Alors il y a plein de possibilités. À chacun de trouver ce dont il a besoin. Soit ça va être de rester plus longtemps au travail et donc de décaler les horaires. Soit ça va être de partir plus tôt. Soit ça va être, ben, par exemple, d'étudier des choses lorsqu'on est en voiture dans un bouchon. Donc on peut utiliser, je sais pas, les livres auditifs ou des conférences. Et donc on peut voilà apprendre plein de choses. L'idée, c'est vraiment de trouver ce dont on a besoin pour trouver cet équilibre et cette paix. Et donc, comment j'accueille ce qui m'est difficile à voir? Donc, par une écoute radicale, totale de ce qui est, même si c'est blessant. Et puis recevoir sans lutter. Voilà, accueillir. Vous avez le choix, hein, accueillir ou lutter. Ce qui est. C'est comme ça, hein, vous êtes dans les bouchons. Voilà, vous pouvez accueillir, vous pouvez lutter. C'est un choix. Donc voilà, lâcher prise, accueillir aussi le non-vouloir. La volonté, je veux et j'exige d'exquises excuses. Ouais, c'est des phrases de chant, mais voilà. Le non-vouloir, je veux. Donc lâcher prise et être dans la non-lutte. Et tout ça, en fait, ça va vous apporter chose de l'ordre de je m'harmonise. Ok? J'harmonise ce moi qui peut être jugeant. Je m'accueille, hein. Et quand je m'accueille tel que je suis, je m'accueille bien, souvenez bien, j'accueille l'autre, évidemment. Et donc, écouter pleinement, sans jugement, accueillir en harmonie pour grandir. Et vous avez aussi, voilà, ces possibilités. Je parlais d'accueillir ou lutter. Vous avez accueillir ou réagir.
souvenez, je vous proposais cet exercice d'observer votre réaction. C'est plus fort que moi. Donc, accueillir, ben, ça se passe mieux. Respire. Et donc, il y a quelque chose qui vient de s'installer dans la fluidité, dans le mouvement, donc dans l'harmonisation globale, qui va ouvrir l'espace. Donc, plus être serré, confiné, mais voilà, donner de la respiration pour émerger, pour laisser la place justement à ce nouveau possible d'émerger et de se transmuter, de se transmuter. Et donc réagir, lutter, ben, c'est tordre en dedans, c'est bloquer la respiration. La volonté, le veux, eh bien ça s'incarne dans les tendinons musculaires. Et donc c'est dirigiste et c'est dur et c'est cassant. Donc voilà, on inspire et on relâche. Et ça fait du bien au corps, au cœur et à l'esprit. Un autre petit exercice. Donc, c'est une invitation à expérimenter en séance individuelle, à accueillir l'autre. Qu'est-ce qui est important et quelle est ma perspective dans la vie? Donc voilà, on fera ça en rendez-vous individuel, donc offrir sa présence à l'autre. Et vous pouvez le faire hein, avec d'autres protagonistes autour de vous. Et ça, c'est le travail du thérapeute, offrir sa présence à l'autre. Donc, vous pouvez mettre deux par deux. Donc voilà, vous pouvez choisir un partenaire. Et pendant 5 minutes, je vais vraiment vous inviter à faire cet exercice. Une personne va parler et l'autre va écouter. Et ensuite, vous inverserez. Et avant de faire ça, même, j'ai une idée, je ne l'ai pas notée, hein, mais j'y pense fortement. Donc, juste, si vous n'êtes pas, enfin, ça dépend. Est-ce que vous avez fait beaucoup de stages ou d'expériences comme celle-ci, ou est-ce que c'est votre première expérience? Si vous êtes dans le début, je vous invite déjà à prendre 5 minutes, à vous regarder dans les yeux sans parler. Juste ça. Vous prenez ce temps de respiration commune, juste à vous regarder dans les yeux. Et c'est quelque chose de très, très, très puissant. Donc déjà, je vous invite à faire ça. Et après, vous trouvez un ami ou un inconnu et vous faites l'exercice donc qui est écrit ici. Pendant 5 minutes, il y en a un qui parle. Hop, on s'était. Pendant 5 minutes, c'est l'autre qui parle. Et après, on échange. Du coup, eh bien, on échange et on offre notre perception à l'autre. On regarde comment on a perçu l'autre et comment on lui retourne ce qu'on a perçu de lui. Et donc ça, c'est les effets miroirs. Et donc, j'ai noté sa perception est offerte à l'autre, la perspective de la vie. Et du coup, celui qui écoute fera une synthèse et une reformulation en commençant par si j'ai bien compris. Vous savez, hein, il y a les interprétations. Donc, il faut faire attention à nos jugements et à nos interprétations qui peuvent blesser l'autre, inconsciemment parfois. Et donc, vraiment, ça, c'est des formules de CNV. Alors, moi, je ne suis pas forcément partisane totalement de la CNV, communication non violente, mais en tout cas, dans cet exercice-là, cette première phrase, si j'ai bien compris, est intéressante. Et donc, voilà, 1 minute, qu'est-ce que cela vous a fait de faire cet exercice? Donc, je vous invite pendant 1 minute à soit me le dire à moi en entretien, soit à le rédiger et puis bah, vous me l'envoyez et puis voilà, je vous fais mon retour aussi en écrit ou en visio. Voilà pour l'exercice 2. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention lors de cet atelier numéro 5 sur 9. Et comme à chaque fois, comme après chaque rendez-vous, mais j'espère que vous arrivez à trouver cet espace en dehors donc des ateliers Enea Orenda. Je vous invite à faire 21 gratitudes avant de faire dodo, avant de dormir. Et après, vous le savez, hein, vous pouvez continuer cet exercice le matin à tout moment. Et encore un rappel, cet exercice de gratitude peut beaucoup aussi vous aider lorsque vous avez un coup de fatigue, puisque ça a été l'objet de cet atelier, parler de quand je me sens fatiguée, comment je réagis.
Quand vous êtes fatigué, déprimé, vraiment expérimentez aussi les gratitudes. Ça vous redonne de l'énergie et c'est validé. Donc, en tout cas, des bons exercices à vous. On se retrouve pour la suite des expériences et pour la suite des ateliers Enneagramme. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Portez-vous bien et bel instant.